retour de la grande table critique. Je suis toujours avec Marie Sorbier, rédactrice en chef de IO Gazette et productrice sur France Culture d'Affaires en cours tous les jours à 19h20. Et avec Laura Capel, critique de théâtre, notamment pour le New York Times. Nous parlons donc de théâtre. Dans quelques instants, la réponse des hommes de Tiffaine Raffier, mais tout de suite, une télévision française de Thomas Quillardet. La parole est à monsieur le ministre de la Culture et de la Communication, François Léotard. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, la France, depuis 2 mois, est enfin entrée dans la modernité. Messieurs les députés, du silence, du calme dans l'hémicycle, du silence, s'il vous plaît. Les Du télécoms, calme. les télécoms ne doivent pas être à la traîne, car je vous le dis ici, dans cette assemblée, avec une certaine solennité, nous menons un combat qui ne fera pas de mort, une guerre d'influence dont les armes seront des satellites et des câbles. Cette guerre, c'est la guerre des télécoms, des images. Et mon devoir, c'est d'y préparer la France. Messieurs les députés, du silence, du calme dans l'hémicycle, s'il vous plaît. Du calme, messieurs les députés, du calme, merci. Je vous l'annonce donc aujourd'hui. C'est TF1 qui sera privatisé. Le principe du mieux-disant culturel permettra de distinguer les candidats, car une télévision privée n'est pas nécessairement une télévision commerciale. Messieurs les députés, du calme, du silence, s'il vous plaît, dans l'hémicycle. Du calme, du calme. C'est comme ça, ouais, le secret, ça coupe et ça donne. Faut que je joue sans fin du venin qui me fait mal au cœur. Quand le serpent chaloupe et console, faut que je joue la mise à 10 en lise et là ça fait peur. Si c'est ça, Et oui, dans les couloirs de TF1, on pensait que ce serait Antenne 2, éventuellement Antenne 3, en tout cas pas TF1, pas possible, il y a France dans le nom. Le spectacle de Thomas Quillardet chronique pendant 3 heures environ les coulisses de cette privatisation. Entre 1986, alors que la rédaction s'écharpe sur la manière de parler d'un certain nuage venu de Tchernobyl, et 1994, alors que TF1 accouche de LCI, première chaîne d'infos en continu. Sur scène, une dizaine d'acteurs interprètent successivement journalistes, éditeurs, techniciens, rédacteurs en chef, politiques, mais également Francis Bouygues, Bernard Tapie et même Étienne Dao, dans un décor mobile constitué de bureaux, de téléphones, de bouteilles de champagne, beaucoup de champagne, de dossiers, de post-it, de plateaux, de micros, etc. Laura Capel, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce spectacle de Thomas Quillardet ? Alors, je dois dire que j'ai pris beaucoup de plaisir à traverser cette saga avec Thomas Quillardet et sa belle équipe. Il y a aussi peut-être le fait que je suis née au moment à peu près au moment de la privatisation on de TF1. est à peu près 3, je Voilà, crois. donc je découvrais aussi une partie de ces événements. J'avoue que TF1 comme service public, c'est une idée qui nous semble aujourd'hui très très étrangère. Et retracer cette histoire et l'évolution, le passage entre une première partie donc, qui est centrée sur la période pré-privatisation, où on voit la rédaction agir comme service public, on va dire, et la seconde partie après l'entracte, où on les retrouve vivre les effets en temps réel de cette privatisation et de la course à l'audimat. Ce spectacle est bien construit de ce point de vue-là et très fin du point de vue de son travail de documentation, à mon sens. Ils ont fait beaucoup de recherches auprès des archives de l'INA, des entretiens également avec les journalistes de l'époque. C'est important et ça contribue à donner de sa texture et de sa saveur aux histoires individuelles qui sont représentées dans la rédaction. Marie Sorbier. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est un spectacle de bonne facture parce qu'il décortique habilement, même très habilement, les mécanismes du journalisme. Moi, c'est ça qui m'a vraiment plu. Alors évidemment parce que c'est notre métier, mais aussi parce que c'est quand même eux qui nous informent et qui font l'histoire contemporaine. Et de voir comment
et choisit une information, celle qu'on met en premier. Il y a toujours ces histoires de conférences de rédaction. Quel est le sujet qui ouvre le JT? Est-ce que c'est de la politique internationale? Est-ce que c'est le livreur de pizza? Comment on fait? Comment on construit un journal télévision? J'ai trouvé ça très bien fait. On voit cette mécanique, les coulisses en fait d'une émission de télévision comme le JT TF1. Alors c'est pas rien, c'est quand même une grand-messe, hein, le 20h de TF1. Il a pénétré des milliers, voire des millions de foyers pendant des années. Moi je suis un peu comme vous, Laura, j'ai eu des petites réminiscences comme ça de mon enfance quand j'ai entendu le générique qu'on a entendu tellement de fois. Il y a quelques notes comme ça et ça revient. Les présentateurs, ils étaient dans toutes les cuisines ou salons de tous les Français. Donc il s'attaque quand même à un sujet qui est très populaire, qui en soi, je me suis quand même interrogée quand je voyais le pitch avant d'y aller. Est-ce que ça peut faire théâtre, un journal télévisé? Et je trouve que là aussi, il a été très habile parce que à l'issue de ces 3h15, je crois, de traversée, de feuilleton, bah oui, je trouve qu'il y a des moments qui font théâtre, et notamment ceux où il se lâche un peu plus. J'ai trouvé qu'il y avait des belles respirations. Quand on voit la fête, notamment de la privatisation, où il y a tous ces chanteurs des années 80 qui arrivent, ou les moments où ils vont mimer, ils vont jouer en fait les publicités. Ils ne les montrent pas, c'est aussi une intelligence de la mise en scène. Ils les jouent. Il les chante. Il les chante. Il y a des morceaux de séries de ces années-là qui sont interrompus comme ça parce qu'il y a une actualité chaude qui tombe et donc il faut parler. Et ça, j'ai trouvé ça très bien fait du point de vue de la mise en scène et du point de vue de l'écriture. En fait, on pouvait craindre deux choses, moi, je trouve, dans ce spectacle. C'est à la fois le côté peut-être un peu ennuyeux et rébarbatif de la représentation d'une institution, une télévision française, et à l'inverse, ça aurait pu être tout l'inverse, quelque chose de très séduisant, de très facile, parce qu'en effet, il s'agit surtout d'un objet de culture populaire. Finalement, TF1, c'est un objet de culture populaire. Et je trouve que le spectacle navigue vraiment entre les deux, Laura Capel. Oui, il a un sens de la construction très intéressant, notamment dans le travail des transitions. Il y a des transitions très fines, avec simplement des petits passages musicaux où tout le monde s'arrête. Et on change de moment, on change d'époque, on change de sujet, mais on comprend tout de suite où on va. C'est très rapide, c'est très fin, et c'est comme un petit peu des moments de champagne, comme le champagne qui coule à flot. On le retrouvait déjà dans ces spectacles, ces adaptations de scénarios d'Éric Rohmer qu'on avait c'est revus quelqu'un qui a l'année beaucoup dernière. travaillé sur des films, sur des scénarios de cinéma. Exactement, et ça se voit. Alors j'aurais un petit bémol simplement sur la deuxième partie. J'ai l'impression quand même qu'il y a un moment, alors le spectacle dure 3 heures, où certains des mécanismes tournent légèrement à vide, où on commence à voir des personnages qui sont introduits plutôt pour démontrer une évolution, plutôt que de manière organique par rapport au reste de l'équipe. Il y a les personnages qui restent du début à la fin, dont on voit l'évolution, qui peut être une résistance à la privatisation. Comme notamment une adhérence. journaliste qui s'appelle Sabine Clapote, non Clapeau, en fait tout le monde l'appelle Clapote, Ouais. et qui est quand même assez passionnant parce qu'en effet elle incarne un personnage qui est très branché service public, qui annonce qu'elle va probablement partir parce que c'est pas possible pour elle, et puis finalement elle est là en effet jusqu'à la fin, Laura. Exactement, mais il y en a d'autres qui sont un petit peu moins fins parce qu'on les voit arriver dès les premières phrases, on comprend qu'ils sont là pour incarner une position, pour incarner la position de la personne qui va aller dans le sens du micro-trottoir, dans le sens d'être plus proche des gens, au 13h de Jean-Pierre Pernaut. Et c'est un petit peu là, ça manque légèrement de finesse pour moi. Je me suis aussi demandé s'il n'aurait pas été intéressant. Alors cette deuxième partie évoque évidemment Patrick Poivre d'Arvor, puisqu'il arrive justement au moment de la privatisation. Il est incarné à certains moments, mais finalement, les dynamiques internes de la rédaction restent un peu limitées à ce qui relève du traitement des sujets, plutôt qu'à des sujets d'actualité auxquels on aurait pu arriver, comme les dynamiques de genre au sein de cette C'est vrai qu'il y en a de très cette peu, je rédaction. me suis aussi posé la question, parce qu'il y a beaucoup de femmes en fait dans la construction de TF1, dans les rédactions, assez vite, assez tôt. Il y a Michel Cotta qui a un rôle très important, qui est plutôt valorisé d'ailleurs, ça on peut aussi se poser la question, pourquoi est-ce que elle est aussi valorisée dans ses rapports de force avec la hiérarchie. Il nous la montre comme plutôt quelqu'un d'honnête, qui résiste aux pressions, peut-être c'est le cas, hein, mais c'est vrai qu'elle est particulièrement valorisée, mais assez peu de questions sur qu'est-ce que c'est de travailler quand on est une femme, qu'est-ce que c'est d'être journaliste, d'être à l'antenne quand on est une femme. Bon, peut-être c'est ça pas, aurait pu être creusé. Marie Sorbier. C'est pas son sujet du tout, Non, je crois. c'est Il probablement a pas son voulu sujet. faire une fresque didactique aussi par moment. On apprend des choses. Moi, pareil que vous, je connaissais pas finalement le TF1 public. Ça me semble assez aberrant comme idée. Donc, le début, j'ai appris plein de choses. Après, on connaît mieux puisqu'on était un peu plus grand. Donc, on a suivi la naissance d'LCI, enfin, tout ce trajet vers l'info en continu. Je trouve que d'ailleurs ce passage est assez bien traité. Quand l'idée vient d'en haut en disant mais pourquoi alors on ne traiterait pas cette guerre 24 heures sur 24, mais en fait il n'y a pas d'info, donc il se retrouve tout seul, largué, C'est avec Poivre d'Arvor. en ses Poivre l'occurrence, d'Arvor, qui est en avec ses plateau. correspondants je ne sais où qui ne répondent plus parce que bah, non, il n'y a plus d'images et puis il n'y a plus d'infos. Ça, le vide de l'info en continu, je trouvais assez bien montré, et en même temps bah, ça va quand même déboucher sur une chaîne d'infos. Mais je crois que vraiment son sujet, ce qu'il a essayé de faire, et ce qu'il fait d'ailleurs plutôt pas mal, c'est de borner une histoire de la télévision française
française, de la privatisation de TF1 à la création de LCI. Moi, dans les bémols que je pourrais ajouter aux vôtres, je trouve qu'il y a quand même quelques ventres mous. Il y a des moments où c'est un peu répétitif, justement, ces conférences de rédaction que j'ai plutôt aimées. Il y en a beaucoup, il y en a pas mal. Et évidemment, on est toujours sur les mêmes questions. Qui passe en premier? Est-ce que je fais passer mon sujet plutôt que le tien? On peut un peu, voilà, ça mériterait peut-être un resserrement sur le milieu de la première partie et sur le second, mais il réussit, je pense, à faire ce qu'il a voulu faire, c'est-à-dire une fresque de l'histoire de la télévision TF1. Et ça marche plutôt bien. Mais ceci dit, c'est pas inintéressant que les choses se répètent comme vous le dites et que parfois s'installe une certaine forme de lassitude pour le spectateur parce qu'en fait, ce qu'on constate, c'est que ces deux parties, il y a l'entracte au milieu, donc ça paraît spectaculaire, il y a l'avant, l'après privatisation, mais en fait, le travail reste à peu près le même, ça change un peu, ça s'informatise vaguement, on change de locaux, mais la question du conducteur, c'est-à-dire de qu'est-ce qu'on met en premier, qu'est-ce qu'on met en deuxième, qu'est-ce qu'on met en troisième, l'arrivée des micro-trottoirs et tout, tout ça, c'est une sorte de continuité et finalement, de ce point de vue, la privatisation change assez peu la question de la posture éthique du journaliste, qui est quand même extrêmement critiquée, moi je trouve, par le spectacle. Parce que même les personnages un peu valorisés, ceux qui ont envie d'aller sur le terrain et tout, bon bah quand même, il y a quelque chose de toujours assez arbitraire dans la manière dont ils font, entre guillemets, il s'agit toujours de ça, l'actualité, Laura Capel. Ça, de ce point de vue, le théâtre est utile pour le montrer. Oui, vraiment. Et puis, il ressort quelques pépites qui ont des résonances contemporaines et qui sont passionnantes. Alors, je pense notamment à l'audition de Francis Bouygues au moment où il va racheter TF1, qui apparemment a été télévisé à l'époque. Un Tout à moment fait. qui nous semble aujourd'hui, enfin, ça nous semble étonnant aujourd'hui, l'idée qu'une entreprise serait auditionnée à la télé pour une reprise de ce type. Donc, on entend tous les arguments qui, en plus à l'époque, portaient sur l'idée de créer une télévision culturelle, de montrer du théâtre, de montrer du cinéma. On voit tout à fait le décalage qui va se produire ensuite. Et puis il y a ce personnage de Bernard Tapie qui revient. On revoit son débat télévisé avec Jean-Marie Le Pen. Un moment, là aussi, quand on ne l'a pas vécu, qui est quand même très très marquant en fait, et qui nous en dit beaucoup aussi sur le développement du débat télévisuel, plus largement. Tout à fait, Marie Sorbier. Oui, c'est vrai que les épisodes historiques, alors il y a ce débat Tapie-Le Pen, il y a aussi le débat du second tour de Chirac-Mitterrand, qui fait partie de notre culture télévisuelle, même si on n'était pas là pour le voir, on a vu des extraits, ce sont des images qui circulent. De les voir au théâtre, je trouve que ça marche bien, ça fait théâtre en fait. Et c'est là où la mise en scène est assez fine et la distribution tient la route, c'est qu'ils arrivent à créer des moments de théâtre avec ces images télévisuelles qu'on a vues et revues 1000 fois et qu'on voit encore sur YouTube et qui sont utilisées dans tous les médias. Donc le théâtre, en effet, a quelque chose à dire là-dessus et c'est ce qu'il prouve le mieux, Thomas Iquet-Ardé, dans cette mise en Une scène. vraie réflexion sur le théâtre aussi à un autre endroit, c'est que en fait la pièce, dans son travail de documentation d'un moment, est elle-même obligée de choisir en fait des événements de la même manière que quand on est journaliste, on choisit des choses. Et donc elle choisit nécessairement les événements les plus spectaculaires ou les plus séduisants ou les plus révélateurs selon elle. C'est-à-dire, il y a la mort de Malik Oussedine par exemple, Tchernobyl on en a parlé, ce fameux débat Le Pen-Tapie. Et de ce point de vue, le théâtre renouvelle, enfin en tout cas met sur scène la question éthique de quoi on parle, qu'est-ce que c'est un événement, qu'est-ce qui fait histoire, etc. Je trouve ça très très intelligent, Laura Capel. Oui, parce qu'en creux, ça met aussi en valeur ce qui est à la fois identique aujourd'hui dans le traitement de l'information, c'est-à-dire les grands sujets qui reviennent, et ce qui est différent aussi. Il y a cette question qui émerge à un moment donné, au moment du meurtre d'un jeune, je crois que vous Malik Oussedine. Exactement. Il y a cette question qui émerge dans le traitement qui est est-ce que le gouvernement va tomber à cause de ça? Est-ce qu'on imaginerait aujourd'hui la question se poser, est-ce qu'un gouvernement va tomber à cause de violences policières? La question n'est même plus posée en fait. C'est très intéressant de voir aussi comment une époque, les présupposés d'une époque par rapport à un événement précis ou un type de violence. Et je trouve que Thomas Iquet-Ardé là est assez fin dans la manière dont il choisit les événements qu'il traite. Et puis il y a des questions de temporalité parce que personne n'a de smartphone, il n'y a même pas internet, pas de téléphone. Donc il y a des cabine trucs qu'on téléphonique. rate. On rate certains trucs parce que tout simplement on n'a pas le faisceau satellite, on est à la masse quoi. Marie Sorbier. Oui, juste un dernier mot sur une scène Ouais. qui, moi, m'a beaucoup marquée et qui, je trouve, apportait un vrai moment de poésie qui était nécessaire dans ce spectacle. C'est une des dernières scènes où ce journaliste international, celui qui est à l'étranger tout le temps, propose un sujet sur la mousson en Inde. C'est Olivier Posel, le journaliste. Et c'est très beau ce moment parce qu'il pose, il dit juste mais est-ce que je pourrais pas aller faire un reportage pour voir comment les Indiens vont réagir à la pluie qui tombe. Et j'ai trouvé ce moment qui dure quelques minutes, comme ça il exprime comment il pourrait faire plusieurs sujets sur un sujet comme ça de météorologique mais aussi culturel. Et ces parenthèses qu'il arrive à insérer dans ses spectacles font aussi beaucoup de bien. Elles sont des belles respirations et ça permet aux spectateurs peut-être justement d'éviter l'ennui, d'éviter la répétition et puis de partir, de s'élever un peu par moment.
Laura, un dernier mot? Je pense que je voulais mentionner aussi deux autres acteurs qui, à mon avis, sont vraiment très très bons dans ce spectacle. Je pense à Benoît Carr, qui joue le rôle de Franck principalement, donc qui est un petit peu la figure conservatrice, on va dire très souvent dans la rédaction, et face à lui, Françoise, qui est jouée par Anne-Laure Tondu. Et ces deux-là sont un peu comme un fil conducteur dans le spectacle, parce qu'il y en a d'autres qui changent de rôle, et eux jouent aussi d'autres rôles à certains moments. Mais ces figures-là dans la rédaction et leur évolution montrent aussi l'importance de cette expérience qui se tire en fait, du service public vers la privatisation et des questions intimes que ça pose aussi, des dilemmes intimes, éthiques que ça peut poser à des journalistes. Une télévision française de Thomas Quillardet est en tournée en ce moment au Théâtre des Abbesses à Paris jusqu'au 22 janvier, puis à la Coursive à La Rochelle les 25 et 26. Le 29 janvier à l'Équinoxe à Châteauroux. Toutes les dates du spectacle sont sur le site de l'émission. France Culture, 12h, 13h30, la grande table critique. Lucille Como. Dans un instant, nous parlerons de La Réponse des hommes, spectacle de Tiffaine Raffier, mais pour l'heure, c'est l'heure du coup de cœur de Laura Capel pour la trilogie des contes immoraux de Fiat-Ménard. Oui, cette trilogie des contes immoraux qu'on a découverte dans son intégralité à Avignon, au Festival d'Avignon l'été dernier, qui est reprise, qui va beaucoup tourner et qui mérite vraiment qu'on s'y arrête. Alors là aussi, c'est un spectacle qui est long, qui dure 3 heures, qui développe une plastique complexe, mais qui mérite vraiment qu'on prenne le temps de rentrer dedans. Fiat-Ménard est une de ces artistes un peu inclassables, je pense qu'elle le dirait elle-même, parce qu'elle est venue du jonglage. Elle crée des formes qui sont souvent très architecturales, où elle crée des dispositifs scéniques très complexes. Alors ici, dans la première partie qui s'appelle Maison Mère, elle va tenter de recréer le Parthénon en carton. C'est assez fascinant. Dans la deuxième partie qui s'appelle Temple Père, on a une tour qui va lentement émerger, une espèce de tour de Babel créée par quatre performeurs. Et ce que je trouve fascinant chez elle, c'est la patience avec laquelle elle travaille. C'est vraiment quelqu'un qui se paye de très peu de mots. Il y a rarement du texte dans son travail, mais qui arrive à nous faire aller à un endroit d'interrogation de ce que visuellement elle crée, qui est très rare, sans jamais lasser. Donc ces 3 heures se passent sans entracte, et pourtant elles passent extrêmement, extrêmement bien. On rentre dans ces actes de construction et de destruction qu'elle met en scène constamment. Elle met en valeur une espèce la dimension sociale de ces actes de construction et de destruction, dont on sent parfois le danger. Elle se met elle-même, puisqu'elle est en scène dans la première partie, et ses performeurs en danger très souvent, mais le tout est riche en métaphores. Et je trouve que chez elle, on voit vraiment une artiste, là, on l'a découverte, elle a mis en scène des choses formidables ces dernières années. On pense à son travail sur des glaçons, sur des scénographies qui se détruisent au fil du spectacle. Et là, j'ai l'impression qu'avec Trilogie des contes immoraux, on la retrouve vraiment au sommet de son travail, en pleine possession à la fois de ses moyens techniques de création. On sent là où elle est sur le fil, mais en même temps la maîtrise, et aussi en pleine possession de la pensée qui sous-tend son travail, de sa réflexion sur les codes de genre, sur la manière dont l'architecture, le genre, le social dialoguent. Alors je ne vais pas vous dévoiler la dernière partie qui est très courte, qui s'appelle La rencontre interdite, qui clôt cette trilogie. Mais quoi qu'il en soit, Fia est une artiste qui mérite qu'on aille la voir à l'AMC 93 et partout ailleurs en tournée ces prochains mois. C'est jusqu'au 12 janvier à l'AMC 93 et après, en effet, il y a des dates à peu près partout. Guettez-la. France Culture, la grande table critique. Lucille Como. Le dernier objet au programme de cette grande table critique, c'est La Réponse des hommes de Tiffaine Raffier, qui a commencé à jouer il y a plusieurs mois, bien vite interrompu par la crise sanitaire. Il est enfin en tournée, espérons que ça se poursuive. Quand le spectacle commence, nous sommes dans le cauchemar d'une jeune femme à qui on visse à même le crâne une couronne de fleurs symbolisant son entrée dans la communauté des mères. Lorsqu'elle se réveille, on la découvre dans une unité qui prend en charge les jeunes mamans qui ont des difficultés à s'occuper de leurs nourrissons.
donc les couronnes, pour être sûr de bien comprendre, on les vise sur la tête des mères, mais dans le crâne. Faites pas attention à ça. Oui, enfin, c'est un gros cerceau en métal, ça fait hyper mal. Donc, être mère, ça fait mal au crâne. Disons que ça contraint le développement intellectuel. On est ferré, quoi, comme un cheval ou un esclave. Vous savez, être parent, et surtout être mère, c'est revivre ce qui fut notre vie la plus originelle. Vous parlez de quoi, là? De la préhistoire? Du cosmos? Ou pour la énième fois de ma mère? Principalement du cosmos. La scène est ouverte, un grand écran au fond projette une partie de l'action filmée, une douzaine d'acteurs interprètent des personnages différents dans une succession de drames, avec également une poignée de musiciens sur scène. Au départ de ce projet de Tiffaine Raffier, il y a les œuvres de miséricorde tirées de l'Évangile selon saint Matthieu. Donner à manger aux affamés, à boire aux assoiffés, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers. Autant d'injonctions de la morale chrétienne projetées sur la scène du théâtre et sur une société qui est la nôtre. Marie Sorbier, grand spectacle à nouveau. 3 heures, c'est la spécialité de l'émission, des grands spectacles. Mais grand spectacle, et puis alors grand spectacle dans tous les sens du terme. Alors ils sont 15 au plateau, dont 3 musiciens, donc c'est une grande distribution et ça fait du bien, un peu comme le spectacle précédent. On est heureux de voir des gens sur scène et d'aller les voir au théâtre, ça il faut quand même le préciser. C'est un spectacle qui dure aussi 3h30, vous l'avez dit, avec un entracte, mais surtout, dramaturgiquement, Tiffaine Raffier va au bout de son ambition. Alors son ambition, elle est simple et en même temps très profonde. Comment parler de la bonté aujourd'hui? Moi, je trouve que c'est une question majeure. Ça m'étonne pas que ça vous plaise, ça marche. Je trouve ça formidable de faire un spectacle là-dessus. Alors, elle s'appuie pour répondre à cette question, enfin pour tenter d'y répondre, sur les œuvres de miséricorde, ces engagements donc, que chaque chrétien doit accomplir par amour de son prochain. Alors, dans la théologie, il faut préciser qu'il y en a 14 normalement. 7 sont liés au corps, alors vous en avez cité quelques-unes, donner à manger aux affamés, assister les malades, vêtir ceux qui sont nus, et 7 sont liés à l'esprit, enseigner aux ignorants, consoler les affligés ou pardonner les offenses. Alors, Tiffaine Raffier, elle, choisit d'en représenter 9, comme autant de chapitres qui va structurer son spectacle, comme autant aussi de dilemmes moraux qu'elle soumet aux spectateurs. Alors, chaque scène apparaît peut-être d'abord comme indépendante. Les premières, on se demande un peu quels sont les liens. Les liens viendront au fur et à mesure. Dans la deuxième partie, les personnages se répondent. On comprend qu'ils ont tous plus ou moins un lien, mais enfin l'enjeu n'est pas là. Le fil rouge, lui, se trouve dans quelque chose d'assez étonnant, c'est-à-dire l'apparition d'affiches un peu mystérieuses, avec aussi un pentagramme, tiens, on refait notre lien avec Houellebecq, et des sirènes, comme ça, qui reviennent, qui elles aussi scandent le spectacle et coupent. On comprendra dans la dernière scène que nous n'allons pas divulgacher le lien de ces affiches, nous sommes désolés, et de ces sirènes, parce que oui, le monde tel que nous le vivons aujourd'hui va lui aussi disparaître. Ça aussi, c'est un grand thème commun de cette journée critique. Alors, comment illustrer ces préceptes? Parce qu'on est quand même dans de la théologie ou dans de la philosophie morale. Eh bien, elle choisit, Tiffaine Raffier, de prendre des situations d'aujourd'hui. Ce sont des dilemmes moraux du quotidien, du monde contemporain. Alors, on se retrouve en prison, on se retrouve dans un hôpital, on se dans un retrouve procès. Il y a vraiment des formes procès, très dans une très conférence d'un musicologue. Enfin, et tout ça est traité de façon très contemporaine. Moi, c'est un spectacle qui m'a beaucoup marqué, j'allais dire bouleversée, c'est-à-dire que chaque dilemme moraux, je me l'ai posé, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de jugement dans ce qu'elle fait, elle pose, elle donne une scène, les acteurs sont tous formidables et c'est un spectacle qui fait réfléchir, voilà. Et ça, j'ai trouvé ça incroyable de nous proposer 3h30 de réflexion. Laura Capel. Alors, Tiffaine Raffier n'a traité que 9 œuvres de miséricorde. Pour moi, c'était déjà beaucoup trop. Ce spectacle m'a semblé absolument, désarticulé dans sa forme. On a l'impression qu'un spectacle commence, ensuite d'autres émergent. Dans certaines scènes, je trouve qu'il y a vraiment la base de spectacle entier qui pourrait se développer. Je pense à la deuxième partie, la manière dont elle traite les questions autour de la pédophilie, qui reviennent de manière un peu récurrente, un peu plus récurrente que certaines autres. Mais sur le reste, et certains des dilemmes moraux en tout cas ce qu'elle présente comme des dilemmes moraux, pour moi, ne sont pas forcément liés aux œuvres de miséricorde qu'elle cite. Par exemple, la toute première qui est autour de la question de l'abandon d'un bébé par une mère qui n'a pas de sentiment maternel par rapport à son enfant, est d'abord présentée comme étant sous accueillir les étrangers. Alors, il y a une espèce de parenthèse où on parle de la nièce étrangère d'un des docteurs. Donc,
ok, pourquoi pas, mais en tant qu'illustration de ce qu'elle a choisi, il me semble que c'est pas particulièrement, c'est pas aussi fin que ce que j'attendrais par rapport à la complexité des sujets qui sont traités. Il me semble qu'elle aurait pu aller beaucoup plus loin. Il y a aussi la question d'éthique de forme. Alors on l'a vu en tant qu'interprète, notamment chez Julien Gosselin, donc il y a peut-être des liens de ce point de vue-là, mais par exemple cette première scène, donc pour y revenir, avec l'enfant qui commence par 30 minutes de vidéo. C'est pas possible. Enfin, vraiment, c'est fatigant de voir que des artistes de théâtre aujourd'hui se disent il n'y a aucun souci avec le fait de commencer de faire 30 minutes de vidéo sans aucune interruption avec de l'action scénique et sans interaction avec les personnes qui seraient des personnes qui seraient sur scène, ce qui peut être le cas dans d'autres spectacles. Moi, ça me frustre en tant que spectatrice et je trouve ça facile, en fait. J'aurais aimé qu'elle se confronte plus déjà à sa propre scénographie, à son propre, à l'espace scénique, en y restant de manière constante et en y construisant le fil de son propos. Marie Sorbier. Oui, alors moi, au contraire, j'ai trouvé ça très construit et vraiment dramaturgiquement et en tant que mise en scène assez malin. Je pense par exemple à la présence de la musique, qui peut paraître elle aussi anecdotique parfois sur certains spectacles. Là, elle est intégrée de façon presque, elle est innervée dans le spectacle. Il y a un compositeur qui a travaillé, qui s'appelle Othman Louati, qui est cité au début même du générique. On sent que c'est très important pour elle. C'est important et c'est pas illustratif là pour le coup. La musique, elle a sa place, elle a son rôle. On le comprend d'ailleurs dans le début de la deuxième partie. Alors moi, c'est peut-être ma scène préférée. Alors je vais peut-être en dire quelques mots. Un des dilemmes moraux qui se pose, c'est donc sur ce fameux musicologue. On sent que c'est quelqu'un qui est très en place, installé, et qui commence par faire une conférence sur une œuvre de musique dont j'ai oublié le nom. Et il part dans une grande théorie qui est d'ailleurs très belle. C'est vraiment le type de conférencier qu'on aime tous écouter. Il est brillant, il est drôle, il illustre son propos. On écoute la musique en même temps. Tout ça est magnifique, très bien. On ne sait pas du tout où elle veut en venir. Vient s'entrecouper des scènes avec son frère et on finit par comprendre qu'en fait ce grand musicologue est pédophile et qu'il subit un traitement parce que son frère lui soigne les pédophiles par ailleurs à l'hôpital pour éviter de croiser tout enfant sur son trajet pour aller acheter son café ou son croissant. Le retournement de chacune des scènes, cette scène est assez longue d'ailleurs, mais le retournement de chacune des scènes, moi, me permettait d'avoir une grande place de réflexion en tant que spectateur. C'est ça que je trouve le plus beau chez Tiffaine Raffier, c'est qu'elle laisse beaucoup de place au spectateur pour se faire un avis, pour comprendre ou pas chaque scène, pour faire des liens entre ses œuvres de miséricorde et ce qu'elle est en train de faire. Elle n'impose rien. Et au théâtre, moi, c'est ce que je préfère, quand on ne m'impose pas, mais qu'on me donne des voix, des clés, des codes, je ne sais quoi, pour que je puisse moi-même me construire mon propre spectacle dans ma tête, ou en tout cas résoudre ou pas ces dilemmes moraux. J'ai aimé la place qu'elle m'a laissée, en fait. Laura Capel. Oui, je pense que moi, je le vois plus comme une manière de rester en retrait du propos et donc de se cacher un petit peu derrière l'ambiguïté de certaines des situations pour effectivement nous laisser décider. Mais j'aime bien aussi, moi, voir au théâtre une pensée en action. Enfin, quelqu'un qui ne nous dit pas quoi penser, mais nous explique le cheminement par lequel il ou elle arrive à sa conclusion. Et c'est vrai que cette scène est vraiment très belle. Enfin, j'aime aussi beaucoup cette scène, effectivement, du musicologue qui se révèle plus tard être pédophile. Et c'est une de ces scènes où je me suis dit, mais il y aurait un spectacle entier à faire sur cette question. C'est-à-dire en sortant de ce cadre très complexe qu'elle s'est donné des œuvres de miséricorde et en allant au fond de cette question. On la retrouve en plus en prison avec un dispositif où donc certains des acteurs jouent des médecins, des psychiatres qui cherchent à lancer un dispositif pour aider les pédophiles. Dispositif qui ne fait pas l'unanimité au sein de l'hôpital. On les voit donc interviewer ces personnes. Donc plusieurs acteurs se succèdent. Certains qu'on connaît, d'autres non parce qu'on les a vus dans d'autres scènes. Certains sont nouveaux à ce moment de l'action. Et ça, à cet endroit-là, on commence à voir la subtilité des comparaisons qu'elle essaie de tracer et la complexité du traitement émotionnel, par exemple, de ces personnes qui n'ont pas forcément, dans certains des cas qu'elles présentent, peut-être la maturité émotionnelle pour comprendre ce qu'on leur demande de comprendre par rapport à leurs actes. Et la finesse de certains de ces moments-là, comparée à d'autres scènes, je pense aussi à cette scène très étrange de la première partie, qui est un jeu, où une famille se retrouve autour d'une espèce de jeu de Noël, on va dire, de cadeaux, où un prix a été donné. Chacun doit faire un cadeau à un autre, ce qui est assez classique finalement. Là, en l'occurrence, c'est vrai que c'est très bizarre. Mais raconter comme ça, c'est très classique. C'est très classique. Bon, les sommes allouées sont un petit peu plus élevées peut-être que ce que la plupart des gens feraient. On est sur une famille assez bourgeoise. Et en fait, ce qu'on trouve dans les cadeaux est extrêmement déroutant. Il y a une affiche, il y a un tableau, il y a une plante, il y a secret de famille. Un secret de famille, voilà. Tout simplement. Et le fonctionnement de ce jeu, à la fois, lance des pistes.
on aimerait bien en savoir plus sur ces questions de ce qui se joue autour du secret de famille ou autour de la bouteille d'alcool qui est mise dans l'un des cadeaux, alors que la mère, la grand-mère, selon sa position par rapport aux autres, est alcoolique, et donc il y a un danger là à ce qu'elle se retrouve avec cette bouteille. Sauf que les règles du jeu sont complètement on n'y comprend rien. Pourquoi est-ce que certains peuvent échanger avec d'autres non? Est-ce que réellement on peut parler d'un dilemme moral sur certains de ces échanges? Je suis pas certaine. Est-ce qu'elle pêche pas un peu, pour continuer dans le même champ lexical, par ambition, Tiffaine Raffier? C'est vrai qu'il y a énormément de choses, c'est très dense, et que le passage d'un drame, en tout cas, à l'autre, est peut-être pas forcément évident. Vous, là, vous y voyez une place pour la réflexion du spectateur. On peut aussi y voir peut-être une sensation de perte de sens. Oui, puis on pourrait y voir aussi une accumulation, puisque en effet, sur 3h30, on a donc 9 scènes, plus ou moins longues. Donc oui, il y a ce principe, et puis qui sont répétées, des noirs, on recommence une autre scène, etc. Certaines scènes sont mêlées, mais on est plutôt sur une suite, en tout cas. Non, moi, je pense qu'elle pêche pas du tout par ambition, je pense qu'elle est allée au bout de son projet, et c'est ce qui m'a touchée. J'ai eu l'impression qu'elle avait une idée très précise de ce qu'elle voulait faire. Ce travail autour de la bonté, elle en parle dans ses interviews ou dans les notes d'intention. On le retrouve surtout dans le dialogue dans la prison entre cet homme incarcéré et puis ce visiteur de prison. Ils ont un dialogue philosophique ou métaphysique, en tout cas sur la bonté. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'on peut être totalement bon ou est-ce qu'il y a forcément du mal là-dedans? Moi, tous ces passages... oui, on va dire philosophiques, m'ont beaucoup plu, même si je comprends ce que vous dites. C'est-à-dire qu'évidemment, comme il y en a beaucoup et que ça déborde de partout, on pourrait imaginer que ça ne va pas au bout, que chaque scène est un peu avortée. On pourrait le vivre comme ça. Moi, j'ai vécu ça plutôt comme une des stimulations successives. Et donc, j'étais un peu... éblouie en fait parce que j'étais en train de voir et toujours en train de je me souviens d'une sensation de réflexion intensive pendant 3 années. J'étais très fatiguée en sortant de ce spectacle, un peu épuisée par le trop et en même temps comblée, comme si finalement on m'avait donné assez de nourriture spirituelle pour la journée. La réponse des hommes de Tiffaine Raffier poursuit sa tournée jusqu'au 28 janvier au Théâtre des Amandiers à Nanterre, puis du 3 au 12 février au TNP à Villeurbanne. Ensuite, ce sera Saint-Étienne, Toulouse. Toutes les dates seront sur le site de l'émission. Et puis, je signale que Tiffaine Raffier sera l'invitée d'Arnaud Laporte dans les affaires culturelles lundi prochain. La grande table critique, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup Laura Capel, merci Marie Sorbier. Vous nous dites en 2 mots de quoi sera faite votre affaire à suivre du jour. Oui, tout à fait. On va parler du répertoire des acteurs du marché de l'art sous l'occupation que vient de créer l'INA, l'Institut national d'histoire de l'art, et qui est en ligne. C'est à 19h20 tout à l'heure. À la préparation de l'émission, il y a Aïssatou Ndoye et Boris Pinault. À la réalisation, Perry Legras. À la technique, aujourd'hui, c'était Anthony Thomasson et Maïwen le Géant. Vous pouvez réécouter l'émission en vous rendant sur le site de France Culture et vous pouvez également vous abonner au podcast de la Grande Table Critique sur l'application Radio France.